Alors maintenant, nous reprenons l'avion pour aller en Suisse, découvrir un vignoble d'exception, le vignoble de Lavaux, près du lac Léman, qui regarde le lac Léman. C'est donc Emmanuel Estopet qui est gestionnaire de ce site, inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 2007. Il est par ailleurs vice-président maintenant de l'Association des sites patrimoine mondial suisse. Et il va nous restituer à la fois le sens de l'inscription de ce site, les enjeux pour une mise en valeur équilibrée du territoire et l'appropriation actuelle de ces valeurs par ses habitants. Merci Myriam, bonjour à tous. J'aimerais commencer par remercier justement le comité d'organisation de ce colloque pour cette invitation. On a le plaisir en Suisse à suivre de plus ou moins loin quand même le chemin qui est parcouru pour cette inscription, et c'est avec intérêt qu'on participe à ces rencontres. Et on espère pouvoir accueillir la Bourgogne très très prochainement dans le réseau des sites viticoles inscrits au patrimoine mondial. Le défi qui m'est donné aujourd'hui, c'est de vous parler de l'application du plan de gestion, le plan de gestion qui est directement en lien avec le processus d'inscription. Alors j'espère que les traducteurs pourront se reposer un petit peu avec moi, puisque je suis un peu l'Australien pour les Français, je parle aussi beaucoup plus lentement. Mais je vais néanmoins essayer de aussi garder le timing et puis de garder ma réputation de Suisse et de gardien du temps. Peut-être pour commencer, vous présenter rapidement en fait un tout petit peu le vignoble de Lavaux, afin de mieux comprendre en fait l'application du plan de gestion et les enjeux qui sont directement liés à cette région. Donc, le vignoble de Lavaux est situé, comme l'a dit Myriam, au bord du lac Léman, donc la partie francophone de la Suisse. Elle est représentée par 10 communes dans cette région, et la région inscrite est très petite en fait, comparée à tous les chiffres qu'on a attendus entre hier et aujourd'hui, puisque nous avons à peine 900 hectares de sites inscrits, qui comprend autant la partie viticole que la partie des villages et de l'ensemble bâti. Sur ce petit site, nous avons quand même 3 appellations viticoles, et là on verra qu'on a pas mal de ressemblances avec la Bourgogne aussi, vu vous travaillez sur les climats, nous on travaille aussi beaucoup avec l'appellation de terroir. Et sur ces 3 appellations, nous avons justement 7 lieux de production. C'est très très important si vous allez à Lavaux de bien prendre en considération ces lieux de production. Les vignerons y sont extrêmement attachés, mais il me semble, comme j'ai pu aussi le constater, aussi au niveau de la Bourgogne. Et sur ce petit territoire, nous avons aussi 200 vignerons encaveurs qui travaillent de leur activité, mais quand même 1000 propriétaires différents de parcelles de vignes. Voilà, ici vous avez la carte avec la zone centrale et la zone tampon. Donc dans cette zone centrale et zone tampon, vous avez 14 villages vignerons qui sont présents. Et on ne le voit pas très bien ici, mais en fait, elle est vraiment encerclée par 2 agglomérations qui ont un développement assez important, que sont les agglomérations de Montreux et les agglomérations de Lausanne. Ici, vous avez une photo ce qu'on appelle le Désalais. C'est une des parties les plus emblématiques du vignoble de Lavaux. C'est là où se produisent les meilleurs vins. C'est une partie de vignoble qui est extrêmement pentue, qui est extrêmement raide. Et rien que sur cette petite, qu'ai-je faire? C'est pas moi. Ce petit parcelle, je ne pense pas que ce soit moi qui fasse des bêtises avec l'écran. Nous avons, quand l'image reviendra, nous avons plus de 100 propriétaires vignerons encaveurs qui sont, je vais essayer de ravancer, qui sont, c'est bon, ça revient. Comme ça, vous découvrez toutes les photos avant. J'ai plus d'effet, mince. Vous avez 100 propriétaires viticoles qui sont sur cette petite parcelle. Ça démontre en fait l'attache qu'ont les vignerons justement à la propriété de terroir. Nous, on a une autre particularité à Lavaux, c'est qu'on a aussi une grande attache par rapport au cépage. On a le vin blanc qui est dans la production, qui représente le 80% de notre production. Et ce vin blanc est fait avec le cépage du chasselas. Alors, je sais qu'en France, vous avez l'habitude d'avoir le chasselas en raisin de table, d'avoir du chasselas qu'on mange. Nous, on fait du vin avec. Et l'autre particularité, c'est que le chasselas est originaire du bassin lémanique. Et comme on sait qu'il y a très longtemps, au niveau du bassin lémanique, il y avait de la vigne quasiment qu'à Lavaux, on peut dire que le chasselas est originaire de Lavaux.
Et c'est intéressant parce que ça démontre un attachement extrêmement fort à un cépage et à un esprit de terroir. Et puis parfois, ça complique un peu les choses. Au niveau des images que vous avez déjà vues, mais que je vais faire avancer, au niveau du vignoble aussi, on a énormément de parcelles qui fait ce vignoble. On a plus de 10 000 terrasses qui sont présentes ici à Lavaux. Et ces parcelles sont très, très difficiles d'accès. On n'a pas des chemins qui nous permettent d'aller directement dans ces parcelles, ce qui fait que le vignoble est principalement fait travailler à la main. Ça apporte un certain charme, mais ça apporte aussi une certaine difficulté et ça apporte aussi une charge au niveau du coût de production finale. On sait qu'un vignoble en terrasse travaillé à la main apporte ou nécessite environ 1100 heures à l'hectare annuel de travail, comparé à un vignoble, on va dire plus ou moins normal, qui nécessite, lui, que 250 à 300 heures. Donc ces coûts de travail sont effectivement extrêmement importants et une influence directe dans l'activité viticole du lieu. Alors il y a quelques techniques qu'on a trouvées, telles que l'hélicoptère, qui permet en fait de sortir plus facilement la vendange dans les endroits abrupts, et puis d'amener le produit de la vendange directement sur des camions pour aller dans la cave, ou plus particulièrement pour certains qui ont la chance d'avoir l'hélicoptère qui leur amène directement le raisin dans la cour, et ils n'ont plus qu'à le verser après dans le pressoir. C'est un paramètre extrêmement important parce que la durée, depuis que le raisin est coupé jusqu'au moment où il va être pressé, est très très importante, parce que ça permet de conserver toute l'intégrité du raisin, et dans le raisin, on a toute la particularité du terroir. L'ensemble du territoire a été pensé, construit, développé pour la vigne, autour de la vigne et pour la viticulture. Donc on a dans les villages qui sont dans le vignoble, que des constructions et des villages qui sont construits et faits par rapport à la viticulture. Donc on a des maisons, toutes les maisons sont faites, sont le principe architectural de la viticulture, avec les caves, les habitations et les zones de rangement. Et toutes les maisons sont faites les unes sur les autres. Si on veut être tranquille et sans voisins, il ne faut pas venir à Lavaux. On est tous les uns sur les autres pour garder un maximum d'espace pour la viticulture. On a une autre particularité très très forte, c'est qu'on a une présence des familles vigneronnes, et on verra juste après dans les valeurs de l'inscription, qui est assez exceptionnelle, puisque le vignoble a commencé à être construit au XIIe siècle par les moines cisterciens, et très rapidement ils se sont encadrés d'ouvriers. Ces ouvriers eux-mêmes ont été payés en partie en parcelles de vignes, et ont commencé à pouvoir aussi racheter des parcelles de vignes, et ces ouvriers-là sont les descendants directs d'une grande majorité des familles qui sont encore vigneronnes actuellement à Lavaux. On a beaucoup de familles qui sont là depuis 15, 16, 17 générations. C'est vraiment quelque chose de très classique à Lavaux, et ils continuent à se transmettre une exploitation viticole, donc une activité économique qui leur permettent de vivre. C'est ce qu'on appelle quelque part un petit peu le développement durable. Le site de Lavaux est inscrit depuis juin 2007 pour 3 raisons particulières, donc ça répond aux critères 3, 4 et 5. C'est l'interaction, la première raison est l'interaction exceptionnelle entre un paysage qui est donné de base, qui est un paysage extrêmement abrupt, dans lequel il n'y avait absolument aucune activité. C'est une pente qui fait environ 100%, 45 degrés d'inclinaison, dans laquelle en fait, on n'avait aucune activité humaine jusqu'avant le vignoble. Donc c'est cette interaction entre cette donnée écologique de base, cette donnée naturelle de base, et puis le développement de l'activité humaine. La deuxième valeur, je viens d'en parler, c'est cette histoire incroyable quand même au niveau de l'activité viticole et de l'attachement des familles vigneronnes à cette région. Et la troisième représente un effet de protection extrêmement important qui a été fait entre ces deux agglomérations que sont Montreux et Lausanne. En d'autres cas, beaucoup d'autres, on aurait pu avoir des constructions qui soient faites dans le vignoble. Mais comme vous savez, ou je pense, en Suisse, qu'on vote
presque 3 à 4 fois par année. On a eu 3 votations déjà sur le sujet qui ont permis d'avoir déjà les années, alors là je fais un effort, 70, on dit 70 en Suisse, dès les années 70, et qui ont permis en fait de protéger complètement la surface viticole et de la rendre inconstructible. Alors, avec cette inscription, avec ce paysage, avec un tourisme quand même qui est assez présent, beaucoup nous disent, mais en fait, maintenant, il n'y a plus rien à faire, on n'a plus qu'à contempler ce qui est fait, on est devant un objet fini, et puis on me demande souvent, en fait, qu'est-ce que je dois faire de mes journées, à part boire un verre de vin et contempler le paysage. Puis quand on voit ces photos, on peut avoir envie de dire la même chose. Alors, il y a des chiffres qui parlent. J'aimerais commencer par celui-ci. C'est effectivement quand on regarde au niveau des visiteurs qui viennent, on a une constante augmentation, on a déjà une part de visiteurs assez importante, mais depuis l'inscription, et on le voit assez nettement sur ce slide, on a une augmentation constante et importante de visiteurs qui viennent à Lavaux. Donc on se dit que le job est fait, qu'on a bien réussi notre coup. Il y a un autre slide qui est intéressant, c'est que depuis cette période ou sur la même période, en fait, si on revient quelques années un peu avant, on voit que la courbe est la même. On est avec un prix du raisin qui est le révélateur, en fait, on parlait d'économie là ce matin, qui est le révélateur de la santé économique du vignoble, qui lui descend constamment à un point tellement critique qu'actuellement on est arrivé à un prix du raisin qui est le même que celui qu'on avait dans les années 80. Ces 2 superpositions de courbes nous permettent en fait de révéler que nous avons un problème. On a un problème de perception et on a un problème de rapport entre ce que les gens voient et vivent de Lavaux et ce qu'est véritablement le paysage de Lavaux. Les gens viennent à Lavaux pour consommer du paysage, pour faire de l'activité clic-clac, pour pouvoir se détendre, pour pouvoir se reposer. Mais au final, ils en oublient. Et c'est véridique, les gens vont se promener dans la nature à Lavaux. Ils en oublient qu'on est dans un vignoble qui vit et qui produit du vin. Et c'est là qu'entre en jeu le plan de gestion et tout l'intérêt d'avoir un site inscrit au patrimoine mondial. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'un site inscrit au patrimoine mondial ne permet pas de faire venir des touristes. Pour ça, on a d'autres plans économiques et touristiques pour faire venir des touristes. Mais le site au patrimoine mondial permet de mettre en place d'autres choses qui permettent de faire perdurer le vignoble ou le site. Alors, qu'est-ce qu'un plan de gestion? On a ici notre site inscrit, on a nos valeurs du site qu'on a vues tout à l'heure qui ont été représentées. On a, au niveau de l'UNESCO, 2 choses principales qu'on doit faire. C'est tout mettre en place pour protéger les valeurs du site, pour pouvoir les transmettre aux générations futures. Et dans cet esprit aussi, de tout mettre en place, les éléments de compréhension de ces valeurs pour qu'on puisse mieux les partager. Dans l'exemple d'un paysage culturel vivant, on a aussi une population, on a une activité économique, on a des gens qui vivent, on a des gens qui veulent se déplacer, qui veulent habiter, qui ont besoin de garderies, qui ont besoin de magasins, qui ont besoin de stations-service. J'ai été interpellé une fois par une télévision pour réagir sur le projet d'une implantation d'une déchetterie, de récupération des déchets dans un village, qu'on disait que voilà, c'est un paysage patrimoine mondial, on n'a pas le droit d'avoir des déchets, on n'a pas le droit d'avoir des poubelles. Donc on a des besoins au niveau de la population. Et l'enjeu pour ce site, c'est d'avoir des activités de protection et de valorisation du site qui cadrent au niveau des valeurs, et puis une activité, une vie de la population qui, elle-même, n'ait pas une influence néfaste par rapport à ces valeurs. Et puis tout le rôle de la gestion, c'est de trouver ce juste équilibre. Et ce n'est pas facile tous les jours, loin de là. On a beaucoup d'exemples où on a des effets de gestion qui ont paradoxalement des effets négatifs sur les valeurs du site, comme on peut très bien aussi avoir au niveau du développement de la population ou des développements démographiques, des effets qui soient négatifs par rapport à ceux-ci. Pour mieux expliquer ça, j'ai développé quelque chose de tout simple. Alors, c'est de ma cuisine à moi, là, ça n'a rien de scientifique ou pas encore.
Pour mieux expliquer ce qu'est le paysage culturel et l'équilibre qu'il représente, vous avez dans le paysage culturel 4 composantes principales qu'on retrouve toujours et qui ont été abordées déjà aussi ce matin. C'est le paramètre environnemental, le paramètre naturel, le paramètre de la matière de base sur lequel le paysage est fait. Une activité culturelle ne se fait jamais de manière improbable, elle se fait toujours en relation avec cette matière de base. Sur cette matière de base, on développe une activité humaine, une activité économique qui fait tout ce matériel qui permettra à des habitants de s'installer, à des villages de se créer et qui vont être directement influencés par cette activité économique. Et cette activité des habitants va lui-même produire du patrimoine. Quand on est sur un paysage culturel vivant, c'est dans un paysage où on retrouve cet équilibre très subtil, très très fin, qui permet d'avoir un environnement complètement intact, qui est respecté par l'activité humaine, qui a une activité économique qui permet de vivre à des gens et qui produit un patrimoine qu'on apprend aussi à respecter et à transmettre. J'ai fait cet exercice. Alors, je le cite, les Cinque Terre. Je pense qu'on peut faire le même test que ce matin par rapport aux Bahamas. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent et sont allés aux Cinque Terre. On peut essayer. Qui est déjà allé aux Cinque Terre? Je n'ai pas vu de nombre de mains pour les Bahamas, mais il y a quand même pas mal de mains. Les Cinque Terre ont connu dans les années 70-80 une très forte problématique d'abandon démographique des villages. On avait les femmes, les jeunes quittaient les villages, il n'y avait plus aucune perspective économique dans ces régions, avec le gros danger d'avoir un abandon des terrasses et du paysage que fait les Cinque Terre. Il y a plusieurs solutions qui ont été trouvées, parmi celles-ci la création d'un parc national, parmi celles-ci aussi l'inscription au patrimoine mondial, qui a permis en fait de ramener des activités sur le site et puis de pouvoir apporter aussi un développement touristique. Alors, quand on regarde les Cinque Terre actuellement, beaucoup de gens le connaissent, beaucoup de gens y sont allés, et c'est 2,5 millions de visiteurs par année. Donc, on se dit que l'exercice est réussi. Les gens sont revenus sur le site, il y a une activité économique qui est florissante sur le site, et pourtant, on a des dégradations qui sont quand même importantes. Alors, si on le voit dans ce schéma-là, on voit qu'il y a eu un surtravail sur un des secteurs, qui est le secteur économique. Alors ce secteur-là a été consolidé, on l'a même développé. Il a pu apporter une augmentation de la population dans la région, donc ça aussi, c'est bénéfique. Mais tout ça s'est fait au détriment de l'environnement et du patrimoine, puisque les Cinque Terre, il y a 20 ans, c'était 1600 hectares de vignes plantées en terrasse, et qu'aujourd'hui, c'est 90 hectares de vignes qui sont encore présents, donc plus de 1500 hectares perdus sur cette période-là. Tout ça pour dire que, si on revient sur la situation de Lavaux, à Lavaux, on a 2 éléments qui sont surprotégés au niveau des lois, au niveau de plein de réglementations. On aime bien faire des règles en Suisse. Au niveau du patrimoine, on a plus de 80% des bâtiments qui sont répertoriés, inventoriés et protégés au niveau de l'ISOS, donc de l'inventaire des monuments et des sites de Suisse, et pour lesquels en fait on a un suivi très très important dans ce qui est dans le processus de rénovation et d'entretien. On a aussi au niveau de l'espace viticole des lois qui sont très très strictes, qui nous interdisent de faire autre chose que de la viticulture et de la vigne sur l'aire de production viticole. Donc on se dit qu'au ce niveau-là, on est béton, on n'a même rien besoin à faire parce que notre site est protégé. Maintenant, on a des problèmes économiques comme on peut rencontrer dans toutes les régions viticoles avec la globalisation, la chute des prix, l'ouverture des marchés. Et on a aussi une très très forte pression au niveau des habitants, des habitations, étant donné que beaucoup de gens aimeraient habiter à Lavaux. Moi-même, je travaille à Lavaux, mais je ne peux pas habiter à Lavaux. Je n'ai pas trouvé d'habitation encore. Donc, beaucoup de gens aimeraient habiter à Lavaux, aimeraient habiter sur le site. Donc, on se rend compte que si on laisse faire dans ce cas-là, je ne sais pas si au niveau du jaune, ça ne ressort pas trop mal, même si on travaille, on laisse faire la situation, donc on aurait
une situation économique qui, quelque part, s'appauvrit, s'affaiblit. On a une pression au niveau des habitants qui augmente. Et on voit que même en faisant comme ça, ce qu'on croyait être complètement béton protégé a des conséquences négatives. Donc si on veut pouvoir travailler sur une sauvegarde d'un site, c'est nécessaire de travailler sur les 4 éléments fondateurs du paysage et de travailler en même temps pour qu'on puisse avoir une certaine réussite. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de Lavaux? Donc, on a travaillé, peut-être avant de commencer sur les mesures qu'on a prises, ce qui est intéressant par rapport à Lavaux, c'est qu'avant que le site soit inscrit, les gens, on est sur un tout petit site, on l'a vu tout à l'heure, le site fait à peine 18 km de long sur 3 km de large. Hein. Mais malgré ça, c'est un site qui a 800 ans d'âge, mais les gens, jusqu'à l'inscription, ne se connaissaient pas, ne se parlaient pas entre ceux de l'Est, ceux de l'Ouest et ceux du Centre. Il y avait quelques rapports qui étaient là ensemble, mais chacun avait sa petite cuisine, sa petite chose qu'il faisait chacun dans son coin. Depuis qu'il y a eu l'inscription, et on l'a abordé aussi un petit peu hier, ça a apporté un nouvel esprit d'identité qui a apporté un dynamisme complètement nouveau au niveau de la région et qui porte jusqu'à avoir des modifications au niveau de l'esprit de gouvernance du site. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça, c'est l'un des premiers points, peut-être, je pense, un des points les plus importants, qui permettra en fait à Lavaux de continuer à subsister. Ces paramètres-là, en fait, nous ont fait repenser la gestion du site. Je suis admiratif par rapport au travail qui est fait par Christelle et son équipe au niveau de la Bourgogne, parce que vous avez déjà presque plus d'avance que nous. Nous, on s'est retrouvé qu'un site qui est inscrit, où on n'avait pas réglé beaucoup de toutes ces problématiques. Et on a dû repenser notre gestion du site. Et on est arrivé à la conclusion que si on voulait y arriver, il fallait qu'on se mette tous ensemble. Donc, le premier élément positif de ce plan de gestion, c'est que maintenant, on est un comité où on est tous ensemble autour de la table. On est les vignerons, on est les politiques, on est les milieux économiques, les milieux touristiques, les milieux académiques, mais aussi les habitants pour la gestion du site. Et c'est pour ça que nous avons créé une association qui fonctionne depuis 1 année et demie. Avec ce plan de gestion, nous mettons aussi en place tout ce qui est directement lié à la connaissance. On a bien vu, et ça a été démontré entre hier et aussi aujourd'hui, ça n'a rien de vouloir protéger ou de vouloir avancer si on ne connaît pas bien son site. Tout le monde croit à Lavaux qu'on connaît bien son site, qu'on connaît bien son histoire, mais on n'a rien qu'entrepris en travail de fond sur le Moyen-Âge et comment on a créé ce vignoble de Lavaux. Et on s'est rendu compte en fait que personne ne savait rien. Et on voulait rendre un travail pour la fin de cette année. Puis on se rend compte que là, on va devoir reprendre encore 1 année ou 2 de plus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à savoir. Donc c'est nécessaire de bien savoir, de bien comprendre. Et avec l'Université de Lausanne, on a mis aussi en place un monitoring qui nous permet de pouvoir avoir un suivi constant sur toutes les relations, tout ce qui est en lien avec l'économie de Lavaux, mais tout ce qui est en lien aussi avec le développement démographique, tout ce qui est en lien avec l'évolution du tourisme et tout ce qui est en lien avec son histoire. Donc on prend vraiment tous les éléments et tous les paramètres en compte. Je pense que je suis un peu long là, je ne fais pas mon suisse là. Je vais tenir les 5 dernières minutes. Cette réunion nous a permis aussi de mettre en commun, un travail en commun sur ce qu'était l'image de Lavaux. Donc on avait une image de Lavaux au niveau du patrimoine mondial, on avait une image de Lavaux au niveau du tourisme, on avait une image de Lavaux au niveau des vins, on avait 3 ou 4 images différentes. Donc actuellement, là aussi, on est en train de travailler sur une image commune où tout le monde s'y retrouve et sur laquelle aussi, quelque part, c'est du marketing, désolé, mais on vend la même chose et c'est beaucoup plus efficace aussi pour la suite. On travaille aussi sur différents projets de valorisation du site en relation avec les habitants. Là, on fait participer les habitants directement à cette compréhension, à cette valorisation qu'est leur patrimoine. Et enfin, on a commencé à organiser des états généraux
annuel où on travaille sur des thématiques très particulières, dans lesquelles aussi on invite justement tout le milieu politique, touristique, économique et les habitants de Lavaux. Voilà tout ce que peut apporter un plan de gestion, mais pour ça la Bourgogne est très très bien partie dans ces démarches. Ce plan de gestion qui a pour vocation justement de changer le comportement des gens et de nous faire arrêter d'être des individualistes contemplatifs par rapport à un paysage, mais qu'on rentre plutôt dans une démarche d'échange, de compréhension et d'écoute qui nous permettent d'avoir une meilleure stabilité et une meilleure protection du paysage. Voilà, j'espère que comme ça, je suis dans le temps. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Estopet, pour cette présentation riche des problématiques de Lavaux. Ce n'est sans doute pas le point majeur, mais j'ai été très, très passionné quand vous avez rappelé que finalement l'histoire de l'inscription au patrimoine mondial de Lavaux est une démarche dans le temps long et qui est initiée par les protections des années 70. Et je trouve assez passionnant de voir comment ces aventures collectives que nous portons tous actuellement, en fait, résultent de prises de conscience qui parfois ont 30 ans, 40 ans d'histoire. Et les années 70 sont un temps personnellement qui me passionne. En France, c'est Malraux, c'est l'intuition en fait de l'échelle du territoire, avec l'invention des secteurs sauvegardés, l'invention des parcs nationaux. Et donc on voit comment cette prise de conscience européenne est collective et se prolonge aujourd'hui par les concepts de patrimoine mondial. Ce témoignage sur le plan de gestion est très spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers, les inscriptions qui sont construites avec un plan de gestion. Et ce témoignage que vous avez livré finalement d'un plan de gestion qui se constitue après, c'est encore, je dirais, très, très riche, parce que finalement le plan de gestion est confronté à un territoire qui a été labellisé, qui a commencé en fait à vivre avec ce label. Et quand se constitue le plan de gestion qui vient après, eh bien finalement, il peut se confronter à la réalité du territoire qui a évolué. C'est une perception que je n'avais pas de ces plans de gestion qui viennent postérieurement. C'est-à-dire qu'on pose comme postulat que le monde idéal est celui d'un dossier qui est construit avec son plan de gestion, mais finalement, l'histoire que vous vivez est tout à fait aussi riche et finalement permet de répondre peut-être avec plus de justesse à un territoire qui a construit et évolué avec l'inscription. En tout cas, merci beaucoup. Nous viendrons à Lavaux. Alors je ne sais pas, des deux dernières images, quelle était la plus fascinante entre celle de la contemplation et celle de la vie collective. La contemplation était pas mal aussi. Ouais. Ouais. Alors, je voulais rajouter un tout petit mot, cette fois-ci, c'est que cette prise de conscience à l'échelle européenne de la valeur de ce paysage, de ce territoire, c'est une prise de conscience que l'on partage actuellement dans le cadre d'un réseau, le réseau européen des vignobles du patrimoine mondial. Il y a 12 sites, et dont Emmanuel Estopet, bien sûr, fait partie, et le Val-de-Loire, que je représente aujourd'hui, fait partie aussi. Et on essaye de travailler sur une plateforme d'ingénierie qui permette à la fois d'échanger sur la façon d'approfondir notre histoire et surtout sur la façon de la rendre lisible, accessible et permettre à cette histoire d'être appropriée par les habitants. Faire des habitants les ambassadeurs de leur territoire, notamment à travers le plan de gestion. Donc il y a ce réseau et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. C'est pour rappeler justement cette mobilisation des sites UNESCO, le réseau s'appelle Vitour, et ce réseau continue à vivre, et ça fait maintenant une dizaine d'années que nous travaillons ensemble, et on souhaite continuer, et notamment approfondir sur ces mécanismes sur ces liens entre patrimoine, résilience et développement.